Bonjour à tous, énormément d'événements se sont déroulés ce mois de mars avec la mise en place du confinement ainsi que le nombre croissant malheureusement de cas positifs au Covid-19 et de ce fait bien sûr le nombre de victimes aussi. Le pic n'étant toujours pas atteint en France, ce sera dans la semaine prochaine. Les hôpitaux sont déjà au bord de la rupture, sont saturés. Et la catastrophe, malheureusement, dans le monde hospitalier est proche. On voit bien que dans le 93, notamment, nous n'avons plus de lit de réanimation. Au milieu de cette tragédie, une polémique est apparue par rapport à la chloroquine et sa molécule l'hydroxychloroquine qui semble guérir les patients quand on l'administre au début, dès le début de l'apparition des symptômes. C'est ce que prône envers et contre tout le professeur émérite mondialement reconnu dans le domaine de l'infectiologie, en l'occurrence le professeur Raoult. Essayons d'en savoir plus sur cette sommité internationale et son combat sur Marcel.media. Et c'est quand même très important. Alors, c'est une partie 2 de la revue de presse de février-mars. Bien entendu, toujours en deux parties. Comme d'habitude, la quintessence, pour comprendre, parce que c'est le cœur de l'actualité. Covid-19 oblige, l'infectiologue Didier Raoult est au centre de toutes les conversations en France et dans le monde. Je fais partie des rares journalistes qui lui connaissent bien, en l'occurrence Hervé Vaudois. Et suivre son parcours. J'ai même écrit un livre sur son hôpital et les recherches sur les maladies infectieuses. Portrait d'un médecin aussi génial qu'original. Alors bien sûr, son parcours hors norme, bien sûr. C'est intéressant. Né au Sénégal il y a 68 ans, d'une mère infirmière, d'un père médecin militaire, Didier Raoult est devenu médecin, plus par devoir que par passion, débarqué à Marseille à l'âge de 10 ans. Il en partira à 18 ans pour s'embarquer comme matelot sur un navire allemand, persuadé que son destin aurait le goût salé des aventures maritimes. Le temps de s'apercevoir que le travail en équipage gonfle les biceps. Les biceps mais nourrit peu l'esprit et le voilà. De retour sur le vieux port, la tête et l'ambition en berne, son père qui avait déjà conditionné son autorisation d'embarquer à l'obtention préalable du baccalauréat, lui met alors le marché en main. C'est médecine ou rien. J'avais un bac littéraire. Aujourd'hui, je ne pourrais même pas entrer en fac de médecine avec. S'amuse-t-il aujourd'hui? Une fois à la place, le jeune Raoult se passionne et développe au fil de ses études un goût prononcé pour la recherche et les maladies infectieuses tropicales qu'il découvre à la fac, puis durant son service militaire à Tahiti, son premier labo de recherche. Il le crée en 1984. Après un premier exploit, la mise au point d'une procédure de mise en culture des bactéries très rapide et efficace. C'est avec cette unité de Rickettsy, plutôt qu'il commence à constituer son équipe. Michel Drancourt et Philippe Brou qui le rejoignent dès cette époque. Suivront Philippe Parola, Bernard Lascola, Jean-Marc Rollin, Pierre-Édouard Fournier, tous devenus professeurs et tous investis dans le grand œuvre de Didier Raoult. L'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection. Un des 6 IHU créés ces 10 dernières années, aujourd'hui en pointe de très nombreux domaines de recherche, dont bien sûr le coronavirus avec les espoirs de traitements efficaces nés des travaux scientifiques chinois et de l'équipe de l'IHU marseillais. Et oui, c'est quand même important de savoir qui on parle, donc là maintenant nous savons. Alors effectivement, la chloroquine, ça semble être vraiment quelque chose de très intéressant. Crédibilité internationale, mal aimé en France, une parade face au Covid-19, guerre de position. Le problème, indique l'infectiologue, c'est qu'intellectuellement, ils ont du mal à admettre qu'une nouvelle maladie, un nouveau virus, puisse être traité efficacement par des molécules anciennes qui ne coûtent rien. Et pas par une nouvelle prouesse de la recherche pharmaceutique, très chère et très compliquée à industrialiser. Raoult sait de quoi il parle.
Depuis des années, il plaide pour une révision des modèles économiques de la santé afin que l'ensemble des molécules existantes créées pour la plupart au XXe siècle soient considérées comme un patrimoine au service de l'humanité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, se désole-t-il, car on abandonne les médicaments qui ne rapportent rien, même s'ils sont efficaces. C'est comme ça que plus aucun antibiotique n'est fabriqué en Occident et que nous avons régulièrement des pénuries sur des molécules très importantes comme récemment la doxycycline, indisponible pendant 6 mois alors que nous en avons besoin au quotidien pour soigner les gens. La question reste entière avec le coronavirus. Si l'efficacité de la combinaison chloroquine-azithromycine se confirme, on pourra guérir tout le monde. Mais cela ne rapportera d'argent à personne. Et oui, ça ne rapporte pas au monde pharmaceutique. Un problème, vraiment. Alors, c'est quand même intéressant, le bonus. Le fait qu'il ne soit plus dans le comité scientifique de crise, qu'il ait claqué la porte, il me semble, 15 mars. Alors, pour terminer, sur ce très joli tableau de Didier Raoult, la mini-interview sur la base des résultats obtenus auprès des patients, inclus dans sa première étude clinique, Didier Raoult suggère que les autorités sanitaires changent de stratégie au profit d'un scénario à la Corée. Donc voici la mini-interview très intéressante. Qu'est-ce que la Corée du Sud a fait de différent par rapport à la France pour endiguer l'épidémie? Didier Raoult. Ils ont choisi de tester massivement leur population et de mettre à l'isolement uniquement les personnes porteuses du virus. Jusqu'à présent, cela leur a permis de maîtriser la progression du virus sans confiner tout le monde. Il faut rester prudent car nous n'avons pas beaucoup de recul, mais il est certain que tester comme ils l'ont fait, ça coûte in fine beaucoup moins cher que de mettre toute l'économie du pays à l'arrêt. Heureusement, bon, mais c'est l'anticipation qui prévaut, l'anticipation absolue. Là, on est débordé en France, en Italie, en Espagne. En Allemagne, c'est vrai, ils sont peut-être restés un peu plus humbles. Possiblement. Et ils auront quand même plus de respirateurs. Même si les chiffres, je ne les dis pas dans cette revue de presse parce que c'est pas... C'est trop mainstream les chiffres, bien sûr. Pour ne pas trop éveiller les populations face à ce problème, lié aussi à la 5G. Et j'y reviendrai plus tard, dans une vidéo ultérieure. A-t-on la capacité technique de faire des tests massifs en France? Ce n'est pas un problème technique ni un problème médical, c'est seulement une question de choix stratégique et d'organisation. Si nous voulions, nous pourrions mettre en place des tests massifs assez rapidement, bien sûr. On voit bien la logistique qui est mise en place, notamment au niveau des TGV, pour 20 à 20 personnes. C'est mieux que rien, certes, mais bien sûr qu'en France, on peut mettre en place un tel dispositif logistique. Les traitements avec lesquels vous avez obtenu des résultats encourageants peuvent-ils être généralisés rapidement? Les 2 molécules que nous utilisons sont connues, peu chères et faciles à produire. Sanofi a proposé 300 000 doses d'hydroxychloroquine, plaquenil ou nivaquine sont ces noms commerciaux. Aux autorités françaises pour ce traitement. D'autres essais conduits par d'autres équipes vont voir lieu. Je suis assez confiant pour les résultats qu'elles obtiendront. Didier Raoult va tous les jours sur le site Social Morning Post, un site que j'avais consulté lors de ma vidéo sur le bank run in China, qui a selon lui la meilleure synthèse de l'actualité mondiale concernant le Covid-19. Alors, Macron nous dit que nous sommes en guerre et propose au personnel soignant la pénurie de munitions. Masques et respirateurs, c'est quand même catastrophique. Quand on est en guerre, pénurie de munitions, ça va être compliqué. Il dit qu'on va gagner. Mais après combien de morts? C'est ça la question. Oui, dans le temps, oui. Oui, dans le temps, ok. Mais on est dans une course contre la montre pour éviter le plus de morts possible. Or, avec une pénurie de munitions, ça va être compliqué. Comme les masques et les respirateurs. Énormément de policiers et gendarmes n'ont pas de masques et contrôlent quotidiennement des millions, des millions de Français. Cela peut augmenter, bien sûr, le nombre de personnes infectées. N'oublions pas, bien sûr, ceux qui sont dehors, les éboueurs, les paysagistes, ceux qui travaillent les espaces verts, les personnes aussi travaillant dans le domaine funéraire, les croque-morts, thanatopracteurs, etc. Bien sûr, parce qu'il y a la putréfaction des corps, et peut-être dans les selles, il peut contenir des choses encore vivantes, comme le virus, etc. quoi. Enfin, des choses qui ont besoin d'hôtes aussi. Cette étape
l'État français, en plus, refuse la vitamine C en intraveineuse, qui a énormément guéri les Chinois. Et sur Ouest France, un généticien propose de fabriquer des tests. L'administration refuse. C'est quand même incroyable. Faute d'autorisation, un chercheur à la tête d'un laboratoire de recherche publique de Lille s'est vu refuser de produire des tests de dépistage du Covid-19 alors que le pays en manque. Les médecins proposent leur aide et l'administration refuse. Ça, on n'en parle pas, malheureusement, dans les médias mainstream. Alors, il n'est pas le premier à s'insurger contre les lourdeurs administratives malgré l'urgence sanitaire liée au coronavirus. Philippe Frogel raconte son amère expérience à France Inter. Ce généticien est à la tête d'un laboratoire de recherche publique du CHRU de Lille, qui pratique régulièrement des tests PCR, utilisés notamment pour la grippe, mais aussi pour dépister le Covid-19. Le 10 mars, face à l'ampleur de l'épidémie en France, il propose de fabriquer ces tests à condition de disposer des ingrédients nécessaires. Réponse de l'administration: il faut respecter les procédures. Seul un biologiste médical étant officiellement habilité à lire les résultats, alors que le laboratoire de Philippe Frogel le fait depuis des années. Celui-ci espère toujours que sa demande aboutira. Plusieurs laboratoires concernés, mais les centres hospitaliers de l'île Nord et Mulhouse ne disposent désormais plus de stock d'enzymes essentielles à l'élaboration des tests. On a perdu peut-être 15 jours, déplore le chercheur. On aurait pu commander des ingrédients, c'est ce que je parlais d'anticipation. Ingrédients nécessaires aux tests. Et ça nous aurait permis de faire environ 600 tests par jour quand la France en fait entre 2000 et 4000 par jour. C'est dérisoire. Un cas qui ne serait pas isolé, un biologiste retraité de l'hôpital Necker, Christine Rouziou, interrogée par France Inter, estime que les autorités sanitaires gagneraient à faire preuve de davantage de souplesse dans la lutte contre le SARS-CoV-2. Il faut que le gouvernement entende que les laboratoires pourraient travailler au sein de communautés biologiques médicales avec des procédures communes en s'organisant. Vraiment, c'est terrible la manière dont le gouvernement prend les choses. C'est quand même terrible. Alors, dans le domaine international, voyons comment est perçue l'origine du coronavirus Covid-19 avec deux onglets. Tout d'abord sur Volternet, puis ensuite sur Sputnik News, sur une propagande autour de l'origine du Covid-19. C'est vraiment un document très 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 intéressant. Alors, une première partie, bien sûr, basée sur le coronavirus, une deuxième partie plus sur la géopolitique. Alors, un article du 25 mars, Réseau Voltaire, la CIA mène une campagne qu'elle présente comme de réinformation selon laquelle le Covid-19 serait originaire de Chine, tandis que la Russie voudrait faire accroire à un complot états-unien. Ainsi, selon l'agence Reuters, le service européen pour l'action extérieure, European External Action Service, a rédigé un document confidentiel de 9 pages accusant la Russie d'avoir diffusé 80 nouvelles tendancieuses pour semer la panique dans l'Union. Selon la Task Force sur la désinformation du service européen pour l'action extérieure le 19 mars, cette campagne s'appuierait notamment sur la publication par Oriental Review d'un article de l'universitaire australien Binoy Kampmark et d'un autre par Geopolitica d'une analyse d'Alexandre Dugin. Pourtant, rien ne permet d'accuser ces deux auteurs de la moindre désinformation de la réalité. La question de l'origine du Covid-19 a été ouverte le 12 mars par un tweet de Zhao Lijian, la photo qu'on a vue, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Il réagissait à l'audition du directeur du CDC Center for Disease Control and Prevention, Robert R. Redfield, pour la commission de contrôle des réformes de la Chambre de représentants. Celui-ci, pressé de questions, avait laissé échapper que le Covid-19 aurait été trouvé sur des cadavres d'États-Unis que l'on croyait morts de la grippe saisonnière. Zhao Lijian s'était alors interrogé pour savoir si le virus n'était pas d'abord apparu aux USA. Il avait appelé à plus de transparence, mais il n'a jamais répondu. Alors, le 23 mars, l'ambassade de la République populaire de Chine à Paris a posté par tweet 3 questions aux autorités états-uniennes. La première question: combien de cas de Covid-19 y avait-il parmi les 20 000 morts de la grippe qui avait commencé en septembre dernier? Est-ce que les États-Unis n'avaient-ils pas tenté de dissimuler la pneumonie de nouveau coronavirus par la grippe?
Deuxième question concerne la fermeture surprise en juillet dernier du plus grand centre de recherche américain d'armes biochimiques, la base de Fort Detrick au Maryland. Après la fermeture, une série de pneumonies ou de cas similaires sont apparus aux États-Unis. Intéressant. Troisième question, plusieurs hauts fonctionnaires américains se sont défaits de nombreux titres avant la chute des valeurs boursières, tout en assurant au public américain que l'épidémie du Covid-19 était contrôlable aux États-Unis. Intéressant. On a un foyer en Italie, et je vais venir juste sur Sputnik News, parce que ce qui est intéressant, alors là il y a les questions, ce qui est intéressant dans ces raisonnements, et aussi celui du Sputnik News, le coronavirus aurait pu circuler en Italie avant même son apparition en Chine selon un média italien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela pourrait aussi prouver que ce n'est pas forcément la même souche. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, en Italie, et que ce soit en Chine. Et oui, c'est ça le vrai raisonnement. Puisqu'on a 3 foyers distincts. Et effectivement, on a l'impression humblement que ça a apparu en Chine. On a l'impression que ça a apparu en Chine, que ça c'est... Peut-être que c'est un scénario, un raisonnement qu'on veut faire croire de manière mainstream que c'est apparu en Chine, et puis tout le raisonnement découlerait de cela. Or, c'est quand même étrange qu'on a un foyer en Lombardie, qu'on a un foyer aussi aux États-Unis, l'épicentre. On a 3 épicentres différents, donc 3 souches différentes. Selon moi, je pense. Après, il y a des développements aussi. Mais c'est vrai que ces liens-là me poussent à croire qu'on a 3 liens, pas 3 liens, mais 3 épicentres différents, donc 3 souches différentes. Là, ça nous ramènerait, on dit à des thèses complotistes, mais c'est un raisonnement humble. C'est pas des thèses complotistes, pas du tout. Puisque les épicentres n'ont rien à voir géographiquement. Et puis, la sévérité des souches n'ont rien à voir non plus. Donc, le coronavirus aurait pu même circuler en Italie. Un article du 26 mars, donc d'hier, c'est quand même très intéressant, bien sûr, l'intégralité. C'est fondamental. Hein. Des cas très graves, parce que ça a pu apparaître en Italie avant. Donc, un foyer en Chine, un épicentre en Italie, un autre épicentre aux États-Unis. Et ces questionnements sont humbles et intéressants et importants. Des cas très graves d'une étrange pneumonie ayant touché principalement des personnes âgées ont été répertoriés en Italie en novembre. Indique Giuseppe Remozzi, médecin italien cité par NPR, suggérant que le Covid-19 aurait pu circuler dans les pays avant même son dépistage en Chine. Revenant sur le début de l'épidémie de coronavirus en Italie, un médecin italien a évoqué une maladie inhabituelle qui a circulé en novembre 2019 dans le nord du pays, rapporte le réseau de diffusion américain NPR. Donc on suit tous si j'ose dire, on suit tous une histoire mainstream, un raisonnement mainstream. Oh, ça apparaît en Chine. Oh, et puis c'est arrivé en Europe. Oh. En réalité, c'est plus compliqué que cela. Le docteur Giuseppe Remozzi, directeur de l'Institut de recherche pharmacologique de Milan, s'est référé au témoignage des médecins généralistes qui se souviennent avoir vu des cas de pneumonie très étranges, très graves, surtout sur des personnes âgées, en décembre et même en novembre. Oui, une adolescente de 16 ans, en Ile-de-France. Hein. Selon lui, cela peut signifier que le virus existait au moins en Lombardie avant que nous ne soyons au courant de l'apparition du Covid-19 en Chine. A-t-il conclu. L'origine du coronavirus en Italie, les premiers cas d'infection au Covid-19 en Italie ont été rapportés le 31 janvier lorsque 2 touristes chinois ont été testés positifs au nouveau coronavirus. Alors, ensuite, c'est ce qui ont été rapportés en Lombardie le 21 février. D'après le professeur Massimo Galli, directeur de l'hôpital Sacco à Milan, cité par il Corriere della Sera, l'infection a circulé pendant un certain temps avant que les premiers cas de maladie ne soient enregistrés, mais avant la suspension du trafic aérien avec la Chine. Donc, ce raisonnement-là, il est important de l'avoir. Et de le mettre, de le diffuser pour le collectif. Donc, c'est vraiment une vidéo importante pour le collectif. Et bien sûr, je compte sur vous pour mettre un pouce levé et le diffuser au plus grand nombre. Alors, pour terminer, le pangolin qu'on retrouve dans The Economist 2019, avec le fameux Mona Alanine, Angelina, son anagramme alanine, qui est un acide aminé,
Et puis le pangolin, symbole de l'hermétisme, qui finalement, dans son hermétisme, est porteur d'un SARS-CoV-2, indique une étude scientifique qui date d'hier sur reporter.net. C'est vraiment extrêmement intéressant pour terminer cette première partie. Alors le journal Nature publie une étude ce jeudi 26 mars sur le lien entre les pangolins et le coronavirus. Voici sa présentation, la quintessence comme d'habitude. Le premier et l'avant-dernier paragraphe. Alors, les coronavirus détectés dans un petit nombre de pangolins qui ont été introduits clandestinement en Chine sont étroitement liés au SARS-CoV-2, rapporte un article publié aujourd'hui dans la Nature. Alors là, je m'arrête. Introduits. Il y a déjà des pangolins en Chine, puisqu'ils les vendent sur les marchés. Mais là, c'est à nous dans la lecture humble, c'est à nous de rajouter ici, avant de dire virologie, ici, il y a 3 petits points et on doit avoir un raisonnement. Quand même, des pangolins introduits clandestinement en Chine, là, on peut penser à certains scénarios de films légitimes. C'est pas de la conspiration. C'est le fait qu'il n'y ait pas de suite ici et qu'on ait un raisonnement humble. Ensuite, on dit conspiration. Non, pas du tout. C'est un raisonnement humble. On peut dire que des gens, on ne sait pas, c'est peut-être une attaque, on ne sait pas pourquoi on introduit des pangolins en Chine clandestinement. Et ça sous-entend, parce que, je l'ai dit, il y a des pangolins en Chine. Mais là, quand même, reporters, ils introduisent le raisonnement qu'on dit conspirationniste. Ils introduisent ça parce qu'ils disent introduit clandestinement, ça sous-tend des choses. Parce qu'on sait qu'en Chine, le pangolin, on le sait, le trafic qu'il y a avec le pangolin. Mais là, ils disent clandestinement, donc ça sous-tend un autre raisonnement. Sincèrement, je le dis, c'est vrai. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Reporter.net, c'est à nous d'apporter ce raisonnement supplémentaire important. Les pangolins sont porteurs de coronavirus lié au SARS-CoV-2. Le degré de similarité n'est pas suffisant pour suggérer que les pangolins sont les hôtes intermédiaires directement impliqués dans l'actuelle épidémie de SARS-CoV-2. Toutefois, les résultats suggèrent que les pangolins sont un deuxième hôte mammifère des coronavirus et que leur vente sur les marchés d'animaux sauvages devrait être strictement interdite afin de minimiser le risque de transmission future du virus aux humains. Ce que je veux dire par là, c'est que les pangolins qui étaient sur les marchés, classiquement, les années précédentes, ils n'avaient pas le SARS-CoV-2. On a ramené des pangolins, on les a introduits en Chine avec le SARS-CoV-2. Parce que les pangolins, en Chine, ils n'avaient pas le SARS-CoV-2. Ça, c'est fondamental, le raisonnement. On a ramené des pangolins, je sais pas si on leur a mis du SARS-CoV-2, je sais pas du tout. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que quand on dit raisonnement conspirationniste, ça sous-tend que j'ai pas de socle. J'ai pas de socle et j'ai une difficulté d'apporter des preuves. On peut pas savoir. C'est juste un raisonnement. On peut pas savoir qui a apporté. Est-ce qu'on a injecté... En tout cas, on sait qu'on a introduit des pangolins en Chine avec le SARS-CoV-2. Donc ça sous-tend que les pangolins qu'il y avait en Chine n'avaient pas de SARS-CoV-2. Donc on peut se dire que les gens qui ont apporté clandestinement les pangolins ayant le SARS-CoV-2 l'ont injecté dans un but malfaisant. Pour terminer, l'avant-dernier paragraphe qui est très important. Les virus isolés à partir de ces échantillons présentent une similitude de séquence d'environ 85-92% avec le CoV-2 du SRAS. Et un virus présente une forte similitude dans la séquence du domaine de liaison au récepteur, une région qui code le pic du virus qui facilite l'entrée dans les cellules hôtes. Cependant, tous les coronavirus pangoliniques identifiés à ce jour ne présentent pas une altération spécifique de leur séquence, comme celle observée dans le CoV-2 du SRAS humain, ce qui rend incertain leur rôle dans la transmission du nouveau coronavirus à l'homme. Voilà pour cette première partie. Il y a une deuxième partie, bien sûr, plus dans le domaine économique et géopolitique de cette revue de presse de février. Je vous remercie et à tout à l'heure. Merci à vous.